Salut à tout le monde, bonne semaine à chacune et à chacun. J'ai eu à échanger avec une myriade de frères se disant panafricanistes, en partant du principe qu'ils le sont, de frères et de sœurs justement. Et à la suite de ces échanges multiples et divers, j'ai commencé à me poser des questions sur le vrai sens même de ce que nous appelons aujourd'hui le panafricanisme, terme qui est né pratiquement avec Marcus Garvey à la première moitié du dernier siècle, qui était jamaïcain d'origine, mais qui a prôné le panafricanisme, qui était plutôt un concept qui allait permettre de faire un lien entre les frères d'Afrique qui sont restés en Afrique et ceux qui ont été déportés dans le monde, surtout dans les Amériques. Il a exclu les esclaves africains qui ont été pris par les Arabes musulmans. Ceci n'est pas le but du sujet. Je fais seulement qu'un constat. Depuis cette époque jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Africains sont toujours encore dans la même situation précaire. Ils ne contrôlent pas leurs ressources, ils ne contrôlent même pas leur environnement, encore moins ils contrôlent leurs propres objectifs. Ce qui est vraiment très grave. Quand un être humain est appelé à ne plus contrôler ses objectifs, ça veut dire que les rêves qu'il se fait pour un lendemain meilleur sont contrôlés par celui qui a défini son présent actuel. Cet esprit que nous avons aujourd'hui en tant que panafricanisme est uniquement né que de la colonisation, disons même de l'esclavage. Tout ce que les panafricanistes apprennent, même si c'est écrit par un Africain de souche, la science qui lui a permis de procéder à l'écriture du texte est issue de la langue de celui qui nous a colonisés. Je n'ai pas encore vu un écrit par tous nos soi-disant panafricanistes, écrit dans autre langue que les langues coloniales. On voit donc que notre misère n'est donc plus liée à l'occupation dont on est victime, mais notre misère est liée à notre incapacité à développer une mentalité contraire à ce que nous avons reçu du colonisateur. D'où vient cette mentalité? Beaucoup de panafricanistes font l'erreur de dire que ça vient des livres des religions importées. Je suis de ceux qui disent que les religions importées ne sont pas à la base de notre aliénation ou de notre incapacité à relever les défis. Un exemple est clair. Quel que soit le pays où vous vous trouvez en Afrique, à part un ou deux, les populations se plaignent de leurs dirigeants en disant que ces dirigeants sont incapables de trouver des solutions au chômage, au sous-emploi, à autres problèmes, à la santé, à l'économie. Je n'ai jamais entendu des plaintes d'Africains dire que c'est parce que le président est devenu musulman ou est musulman que la gestion est calamiteuse, ou parce que le président est chrétien que la gestion n'est pas celle qu'on veut, alors qu'elle est vendue, et qui doivent donc installer au pouvoir des gens qui pratiquent la religion ancestrale africaine. Il n'y a aucune plainte de personne d'Afrique qui pointe du doigt la religion de ceux qui sont à la tête de nos États. Quand tous les panafricanistes réunis soulignent l'incompétence des présidents, je n'ai vu nulle part un panafricaniste dire que c'est à cause de la religion que le président a adoptée qu'il a aliéné. Aucun n'a dit ça. Mais c'est même panafricain quand il vient en Afrique, quand il développe des théories et dans les conférences, il veut pointer du doigt la religion. C'est cette dualité de discours qui même perd les panafricanistes et qui les empêche de s'unir. Oui, c'est vrai. Et tous disent, unissons-nous. Unissons-nous. Depuis 1400, ce discours est le même.
quel que soit l'événement qui s'est produit, c'était toujours un discours creux. Depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'il y a eu à faire pendant des mois, je n'ai vu dans aucun texte écrit, même par nos savants africains comme les Anta Diop, les Obenga et autres, dire dans un écrit que deux royaumes puissants ont uni leurs armées pour en faire une seule et unique armée pour défendre les côtes africaines contre l'invasion esclavagiste avec des canons et des fusils. Personne n'a pu encore écrire ce texte. Si nos parents ancêtres, à qui nous référons, n'ont pas trouvé normal de s'unir pour combattre l'ennemi commun, cette mentalité vient de quoi? Et vient d'où? Quand ils sont venus en Afrique pour nous chercher comme esclaves, suite à une bulle papale, étions-nous chrétiens et musulmans quand ils sont arrivés nous chercher? Je vais poser la question suivante à tout le panafricanisme. C'est parce qu'on a pris la religion chrétienne et musulmane qu'on a été fait esclaves, qu'on a été dominé, qu'on a été déporté? Ou est-ce parce qu'on a été maîtrisé par les armes des Blancs, fait esclaves donc, et déporté comme des musulmans chrétiens? C'est cette question qui doit nous mener à la thèse suivante que si ce sont les religions qui étaient à la base du malheur des peuples, il serait donc inconcevable de comprendre comment le monde chrétien européen s'est développé, que nous envions, auquel nous voulons ressembler, et que nous qui sommes chrétiens comme les Européens, on lit la même Bible, on n'est pas capable de s'élever. C'est la mentalité, ce n'est pas la religion. Je vais un exemple tout simple. Une réalité. Nous avons 3 villages, un village en Europe, un en Afrique et un en Amérique latine. Ces 3 villages sont confrontés au même moment à une sécheresse temporaire, mais une sécheresse qui va jouer sur la production agricole. Dans ce village, il y a un curé, un pasteur et un imam. Dans le village européen, dans le village africain et sud-américain, après concertation, les 3 hommes religieux appellent les populations et disent: après avoir fini de faire tout ce qu'il fallait pour comprendre ce qu'il faut faire, nous vous prions donc de commencer à jeûner sur 7 jours dès aujourd'hui, de faire beaucoup d'aumônes et beaucoup de prières. Si vous pouvez venir veiller dans les églises, les mosquées la nuit en prière pour que Dieu envoie la pluie, cela serait une très bonne idée. Et ça commence. Dans le même temps en Europe, on m'informe que le curé, le pasteur et l'imam, je vous informe que chaque village est tracé par des cours d'eau. Et ils font une réunion et puis ça c'est bon dit. Ils vont trouver la population et disent: après 1000 et une réflexions, on trouve que cette sécheresse est une épreuve de Dieu. On doit donc le relever. Il a relevé cette épreuve. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? On a donc besoin de détourner une partie des eaux qui circulent dans notre région pour irriguer les terres les plus atteintes par la sécheresse. Et ceux qui ne pourront pas recevoir cette eau, ils auront donc l'aide de ceux qui pourront leur fournir cette aide pour la nourriture. Et le travail commence dès demain. On a bien toutes les expertises d'ingénieurs, de construction et tout, pour pouvoir dévier une partie des rivières, pour que ça irrigue les terres les plus atteintes, le plus possible. Le chrétien curé qui est dans ce village détient la même Bible qu'il a eu à remettre à un curé africain et sud-américain. L'imam qui est dans ce village en Europe a le même Coran qui circule dans les mains de tout le monde dans le monde. La réaction vis-à-vis de l'épreuve n'est pas liée à la religion, c'est lié à ta mentalité. C'est ça le problème, que l'Africain ne veut pas comprendre. Cet exemple montre que ce n'est pas la religion qui était le problème. Si la religion qui conditionnait la mentalité des gens, les 3 villages auraient la même réaction vis-à-vis de la même épreuve. Donc au-delà de la religion, il y a une mentalité qu'il faut développer. C'est cette mentalité qui manque à l'Africain. Mais d'où est cette mentalité? Elle vient de l'école, pas de la religion. Je n'ai jamais entendu un prêtre, même au temps colonial, dire que nous venons des singes. C'est à l'école qu'on dit que, en science, nous sommes l'évolution du singe. Le problème, si tu blagues, même s'il fait quoi que ce soit, il va toujours te dire que tu es un fils du Christ. Mais ne pas aller au champ le matin travailler et passer la journée en prière, ça n'a rien à voir avec le prêtre. Ça, c'est la mentalité acquise à l'école. Donc, voilà pourquoi tous nos griefs comme nos dirigeants sont les mêmes, quelle que soit leur orientation religieuse. Parce que le seul point commun qu'ils ont entre eux tous, c'est l'école, pas les religions.
Vous prenez un président au Mali, il est musulman. Vous en prenez un en Côte d'Ivoire, il est chrétien. Vous en prenez un au Bénin, il est dans le vaudou. Ces trois pays n'évoluent même pas. Ils font face au même problème et les dirigeants sont incapables de trouver des solutions à ces problèmes. Parce que ce n'est pas les gens qui les guident. L'incapacité est liée au fait qu'ils ont été formés dans une école qui ne produit que des incapables. Tant que l'Afrique ne va pas modifier son système scolaire, qui est issu de la colonisation, donc qui a été conçu pour que le colon puisse trouver on peut dire des bras intellectuels, c'est-à-dire des bras qui vont écrire ce qu'il veut qu'on écrive, les Africains sont dans le même problème. C'est la mentalité le problème, pas la religion. Donc, faire croire aux gens que si on abandonne, ces religions importées vont nous sauver, ça me fait rire parfois, et je ris tout le temps. Ce qu'on veut dire aux Africains, c'est une vérité. Quand les Français ont décidé de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, au Mali et autres, à la Guinée aussi, ils ont trouvé en face de deux résistants principaux. Deux personnes qui ont pris des armes pour défendre leur territoire contre l'avancée des Français. Ces deux occupants ne sont pas dans la religion traditionnelle à laquelle on retourne. Babemba, dans le royaume de Ségou, et Samori Touré, le Ouassoulou. Ces deux personnes sont des musulmans. Mais c'est eux qui ont pris les armes pour défendre les Africains contre l'impérialisme. Et on nous fait comprendre aujourd'hui que si on a été vaincu par les Blancs, c'est parce qu'on a suivi l'islam et la chrétienté. Mais on ne dit pas aux gens que ceux qui ont lutté contre l'impérialisme, c'est ceux qui étaient musulmans et chrétiens. C'est ce discours ambigu que tiennent tous nos panafricanistes, qui va faire que l'Afrique, même dans 10 000 ans, le même discours sera répété en disant il faut qu'on soit unis pour chasser les Occidentaux de chez nous. Depuis 1400, c'est le même discours qui tient aujourd'hui. Et on va le tenir encore dans 1000 ans si on n'a pas changé de mentalité. Le royaume du Mali a été un grand royaume, connu dans le monde entier. Le roi qui a fait que le royaume du Mali a été connu des musulmans, il n'était pas animiste, il n'était pas vitaliste, il n'était pas dans la région des ancêtres, il était musulman. Si l'argent était la cause de la chute des peuples africains, le roi ne serait pas devenu le plus grand empire du monde, en ce moment le plus riche de tous les temps, avec un roi musulman. Ce roi musulman a conçu une société administrative non égale dans le monde à cette époque. Il a fait construire une université, la première au monde. Où étaient donc avant lui les animistes sur la formation et l'éducation des enfants au Mali? On voit donc que ce n'est pas la religion qui était le problème, mais la mentalité de la personne qui était au pouvoir. Ceux qui ont combattu les résistants, bizarrement, ont été presque tous trahis par ceux qui faisaient la religion de nos ancêtres. Les gens à que nous retourne, c'est eux qui ont trahi nos résistants. C'est quand même bizarre. Si c'est la meilleure religion pour les Africains, pourquoi la plupart des traîtres africains qui ont trahi nos résistants, ils sont dans la région ancestrale? Quand Samori Touré fut capturé dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas des chrétiens. Béhanzin fait le vaudou, comme on veut à laquelle que nous retournons comme religion. Béhanzin a été trahi par des gens qui font le même vaudou que lui. On voit donc que ce n'est pas la religion qui est le problème, mais la mentalité. Tant qu'on aura toujours, on m'a dit un jour, mais bon, ils nous divisent pour mieux régner. Et j'ai répondu à cette personne-là par une phrase très simple. On ne peut diviser que ce qui est divisible. On ne peut diviser que ce qui est divisible. Raison pour laquelle l'union en Afrique est impossible à faire de la situation actuelle, parce que l'héritage colonial qui nous a été légué est un héritage de division, de compétition. L'école occidentale, généralement l'école française, toutes les écoles, c'est les mêmes. C'est les écoles orientales qui n'étaient pas de compétition. Mais sinon, toutes les écoles à modèle occidental, qu'elles soient américaines, françaises, allemandes et autres, ne sont que des écoles de compétition. On vous met au CP1 et on vous dit commencez à compétir. Il n'y a pas de règles. Quand dès le bas âge, on apprend à des enfants à compétir sans règles, pour occuper des places, des rangs, que voulez-vous qu'ils fassent quand ils auront 30 ans?
Ils vont-ils continuer à compétir sans règles pour occuper des positions? Notre malheur, c'est l'école, dans son essence coloniale propre. Tant que donc on n'a pas réformé l'école pour la rendre africaine, on va envoyer toutes les théories panafricanistes du monde. L'Africain ne pourra jamais s'unir, car il n'a jamais été uni avant, et l'école coloniale est venue accentuer la fracture entre les peuples. Ce qui a fait qu'aux indépendances, avant 60, il y a beaucoup de partis politiques par pays, et on remarquera très bien que chaque parti politique était plutôt résumé à un clan ou une ethnie. Donc, ce n'était pas les partis politiques qui avaient des objectifs politiques, mais ce sont des partis politiques qui étaient l'émanation des clans et des ethnies. À part un ou deux pays en Afrique à cette époque, toutes les colonies africaines qui étaient en place et qui commençaient à créer des partis politiques sous l'auspice du colon, les ont créés comme les colons ont créé les pays d'Afrique. On a été morcelés en 1885 à Berlin. Comme on a dit, nous diviser pour mieux régner sur nous. À l'intérieur de chaque cloison, on a encore cloisonné chaque cloison pour vous mettre en compétition les uns contre les autres. Et cette compétition est née depuis l'école. Et depuis l'école, les Oufoué, les Senghor, ils ont appris à compétir et à occuper des places, sans règles. Conséquence, ils ont traduit dans leur vie politique ce schéma. Donc, éliminer les affaires politiques pour être le seul après, c'était logique. Notre malheur vient donc de l'école. On a transposé les règles de l'école, c'est-à-dire compétir sans règles dans la vie sociétale africaine, dans la vie économique et dans la vie politique. Ce qui a fait que chaque groupe avait son parti politique en compétition sur le même territoire alors qu'ils avaient à faire face aux mêmes prédateurs. Finalement, on sait que les partis politiques n'ont pas été créés pour trouver l'indépendance des pays africains, mais ces partis politiques ont été créés pour l'aspiration d'un groupe qui voulait dominer ce groupe dans le même territoire, chacun voulant plaire au maître colon. Et le maître colon a soutenu financièrement, militairement, celui qui pouvait garantir ses intérêts sur le territoire, pas celui qui pouvait aider le pays à s'élever, car ce n'était pas le but de l'indépendance. Le but de l'indépendance, c'était d'éviter une confrontation avec un seul parti. Parce que quand tu fais trop dur la transition de l'indépendance, souvent ça résulte à une guerre d'indépendance que tu peux perdre et tu vas perdre donc le contrôle sur cette colonie qui t'appartenait avant. Donc, le moyen que les Occidentaux ont trouvé, c'est de faire une indépendance de principe qui a donc noyé toute velléité d'indépendance réelle. Quand le colon te donne l'indépendance, où est la lutte à faire pour être indépendant? C'est quand il se braque sur l'indépendance que tu lui demandes que tu lèves une armée pour le combattre, comme c'est passé en Algérie. Mais tant que tu la donnes cadeau comme sur un plateau, le combat n'est pas d'être indépendant. Mais le combat, c'est de savoir qui sera le père de l'indépendance. Cette compétition de je vais être le père de l'indépendance, elle est née où? À l'école. Donc, c'est ce que les gens ont appris à l'école. La compétition pour être parmi les premiers, les sans règles, qu'ils ont transposé dans leur vie active après. C'est pour ça que les adversaires politiques ont été éliminés dès l'indépendance. Je vous informe que quand il a fallu donner l'indépendance aux pays africains en 1956 déjà, 5 pays décidé de s'allier ensemble pour faire un seul pays, une fédération. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso, le Haute-Volta à l'époque. Mais c'est sous l'impulsion du Malien Modibo Keïta. C'est pour ça que même que les assises du RDA ont eu lieu à Bamako. C'était pour ça. Il avait voulu une fédération africaine, donc ils avaient décidé de présenter devant De Gaulle, qui avait demandé aux Africains de préparer leur dossier d'indépendance, une demande commune pour ces 5 États. Ça c'était en 1956 déjà. Donc, 2 ans avant le référendum, il était prévu qu'il n'y ait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso soient un seul pays fédéral. Un gouvernement fédéral, capital à Bamako, où on veut, mais avec un gouvernement fédéral et une seule entité fédérale. Point. Peut-être que chaque État aurait eu son gouverneur, mais c'était l'idée qui était dégagée et ils étaient tous d'accord. De Gaulle appelle en France
Oufoué et Senghor, qui restait un moment. À leur retour en 57-58 pour la campagne du référendum, ils retournent leur veste et abandonnent le Mali et la Guinée. Là, Ouattara, tout petit à l'époque, il n'a rien du tout. Il ne peut pas se battre seul, a donc rejoint les Oufoué pour l'indépendance individuelle. La Guinée s'est braquée, elle a dit non. Le Mali a dit oui et non en même temps. Alors, elle est sortie de la zone franc et après elle y est rentrée. Quand on parle de s'unir en panafricanisme aujourd'hui, là, d'où sommes-nous ici? De ces mêmes parents qui ont été divisés à l'époque en 60. Nous sommes les enfants de ceux qui n'ont pas pu s'unir. Et nous avons la même mentalité que nos parents en fait. Quand tous les gars s'expriment sur les réseaux sociaux, ils parlent en français, ils répondent en français, ils pensent en français. Pour eux, c'est la France qui doit résoudre leurs problèmes. Parce que je ne connais aucun panafricaniste qui dise de compter sur nos propres ressources internes. La preuve, on fait toutes nos activités en France. Pourquoi d'ailleurs qu'ils sont en train de marcher en Italie, en France, pour que Biya quitte le pouvoir? Cette mentalité n'est pas panafricaniste du tout. Je crois que d'abord, la première chose qu'on doit faire pour montrer le vrai sens du panafricanisme, c'est d'abord de détruire tous ces groupes panafricanistes qui se trouvent sur les réseaux sociaux et qui compétissent. On est dans le même schéma que nos ancêtres. On est encore dans le même schéma de compétition. Vous avez au moins 1000 groupes de panafricanistes sur les réseaux sociaux qui compétissent les uns contre les autres. Pour le même objectif, c'est-à-dire qu'on est encore l'émanation directe de la colonisation. On n'a jamais été décolonisé. On réfléchit comme des colonisés. Quelle que soit notre situation, notre bord politique ou notre tendance panafricaniste, on est toujours tous encore en train de réfléchir comme des colonisés. La preuve, il y a au moins 1000 groupes panafricanistes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un qui parle de s'unir d'abord dans ces groupes pour informer qu'il y ait un seul, pour avoir une seule voix unique. Mais chacun dit, ils sont contre nos leaders. On ne veut plus de francs CFA. Et tous disent les mêmes discours, mais de manière séparée, dans des cloisons séparées. Ils ne sont pas prêts à s'unir, mais c'est eux qui reprochent au président de s'unir. Ils ne devaient pas s'unir après. Commençons par nous-mêmes d'abord à nous unir. On n'arrive pas à s'unir en tant que panafricanistes. On a chacun son petit groupe. Mais c'est nous, on reproche à nos chefs d'État leur manque d'union. Ça les fait rire. Parce qu'ils sont aussi du même moule que nous, ou vice-versa. Cette compétition, elle est partie panafricaniste sur les réseaux sociaux. Ça sort d'où? La même école coloniale qu'on continue à faire aujourd'hui, où on met les enfants toujours en compétition. Nous sommes tous issus d'un système colonial, que ce soit à l'école. On a été habitués à compétir à l'école. Je me rappelle très bien à l'école, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on se battait pour être les premiers en troisième pour aller à Yamoussoukro, Yamoussoukro. Parce que c'était l'élite à l'époque. Mais on était en compétition. Donc les alliances en classe se faisaient par rapport aux meilleurs en mathématiques et en physique, pour ceux qui aspiraient à faire des branches scientifiques. Donc on ne tissait pas des alliances parce qu'on a la personne comme en estime, mais on suivait des gens parce qu'ils étaient forts en maths et pour nous aider à atteindre nos objectifs. L'Africain a toujours été comme ça. S'allier à quelqu'un par son intérêt, non parce qu'il doit s'allier avec lui. C'est même la raison pour laquelle on se sabote entre nous, car on n'a pas les mêmes intérêts. Apparemment. C'est un coup de gueule que j'ai dit, mais nécessaire de dire ce coup de gueule, car on en a marre aujourd'hui. Chers frères panafricanistes, unissons nous-mêmes d'abord sur les réseaux sociaux. Je veux dire que quand quelqu'un ouvre Facebook, et puis il tape, il cherche un groupe panafricaniste, il n'a comme résultat qu'un seul groupe, qui regroupe tous les panafricanistes qui s'expriment là, qui tiennent des réunions là, qui organisent là les choses. Et d'ailleurs même, j'ai toujours dit, on fait quoi sur Facebook même? Alors qu'on a des Africains, on crée des plateformes de communication qui existent comme Dicalo. Personne n'y va. Et on se plaint que les Blancs nous dominent et nous manipulent et nous contrôlent. C'est normal qu'ils nous contrôlent, puisqu'on utilise toujours les outils qui nous contrôlent. On est friand de téléphone, d'ordinateur, de tablettes, d'appareils dont la fonctionnalité dépend d'un matériel qui est très important, deux ensemble, qu'on appelle le cobalt et la tarentine, qui est donc le coltan. Si j'achète un iPhone, il contient du coltan. Si j'achète un Samsung, il contient du coltan. Si j'achète un Huawei, il contient du coltan. Si j'achète un VMK,
il contient du coltan. Ok. Comment voulez-vous que moi, je puisse toujours changer mon téléphone, iPhone ou Samsung ou Huawei, à bas prix, si l'élément qui permet de faire fonctionner le téléphone a un prix élevé? Impossible. Pour que donc je puisse acheter un Huawei à un bas prix, il faut que le Chinois qui conçoit Huawei puisse obtenir le coltan à un bas prix. Pour obtenir un bas prix, il doit contrôler la ressource. Nous sommes donc nous-mêmes panafricanistes la cause de notre exploitation. Mais s'il veut consommer le VM4 qui est un produit centrafricain, l'argent qui vient dans le VMK reste en Centrafrique. L'argent qui vient dans le Samsung, dans le Huawei va en Chine. Mais les deux iront puiser le matériau là en Afrique, qui est le coltan. Mais la recette du coltan, une partie va rester en Chine parce qu'il utilise un téléphone Huawei qui contient un produit qui est d'Afrique, mais le produit est de Chine. Donc une partie de la valeur de la marchandise va en Chine. Et ce Chinois prend cette manne financière que je lui donne pour développer son industrie. Et plus j'achète le téléphone Huawei, plus je fais la promotion de l'exploitation du coltan. Or, la seule façon qu'on puisse avoir du coltan à bas prix, c'est de créer dans la zone où il y a le coltan aucun contrôle gouvernemental. De faire un black market. C'est la seule condition pour avoir le coltan à bas prix. Donc quand je me vante d'avoir un Huawei ou un iPhone ou un Samsung, en fait je me vante d'avoir mis mes frères de la RDC dans la guerre civile. Je suis moi-même donc la cause du malheur des gens du Congo. C'est pas les Blancs. Parce que si tous les Africains jettent tout le téléphone étranger à l'Afrique et ne consomment que le VMK, on aurait sur le continent africain de 800 millions de téléphones disponibles dans les mains des gens, qui contiennent 800 millions de pièces de coltan dans le téléphone qui a été exploité au Congo par nous-mêmes. Mais quand on consomme 800 millions de téléphones qui viennent de l'extérieur, cette manne financière ne reste pas en Afrique. Et pour avoir donc cette manne financière, ou bien ce téléphone à un bas prix, il faut donc que ceux qui ont la conception du téléphone à le coltan fassent la promotion d'un black market, donc d'un no man's land, où aucune entité du gouvernement peut contrôler. Et pour cela, il faut des armes. Conclusion. J'achète des armes. J'ai des gens qui ne peuvent rien faire, par exemple, pas la mentalité pour dire non, pour qu'ils contrôlent un endroit, pour avoir un produit dont moi j'ai besoin, pour le faire consommer eux-mêmes. Chaque Africain qui achète un téléphone autre qu'un téléphone africain achète une balle de fusil qui va abattre un de ses propres frères congolais. Merci.